Alors, on va commencer rapidement hein, parce qu'on n'est clairement pas dans un marché de détente. Je pense que vous l'avez remarqué. Les indices actuellement, c'est moins 18 pour le CAC, moins 20 pour le S&P, moins 30 pour le Nasdaq depuis le début de l'année. Depuis le dernier webinaire, on a glissé de 15 points sur pas mal d'actions que vous connaissez, Netflix ou encore Amazon. On reteste d'ailleurs des plus bas ce soir. Et le Bitcoin a perdu entre autres 40%. Donc, nous concernant directement, notre catégorie Cantalis est à moins 10 et Charles va pouvoir vous expliquer comment on pilote notre fonds depuis le début de l'année et comment ça va se passer pour les 6 prochains mois. Charles, à toi l'honneur. Oui, bonjour tout le monde. Alors, donc c'est des marchés effectivement difficiles. Nous, depuis le début de l'année, on est à zéro à peu près, on tourne autour de zéro. Donc, on est assez content de ce contexte-là. Maintenant, je voulais justement préciser quelque chose qui me paraît important. C'est que c'est notre stratégie de la réserve, c'est-à-dire qu'on se protège quand il y a des coups à prendre. Donc là, on est très content de faire zéro, mais ce n'est pas notre stratégie évidemment définitive. Le but, c'est de gagner de l'argent et de faire de la perf. Et donc, on a fait quelques simulations parce qu'avec les baisses de marché qu'on a eues maintenant, on commence à avoir des valeurs qui nous semblent nettement plus intéressantes. Et en faisant des simulations avec le portefeuille pour le deuxième semestre, on arrive au scénario suivant. Scénario noir, sur l'ensemble de nos lignes, avec les protections qu'on a, on serait à moins 5. Scénario rose, on serait à plus 15. Donc, c'est un point qui me paraissait important parce que Monox, ce n'est pas un fonds qui est structuré pour faire 0 si tout va mal et 4 si tout va bien. On pense et on espère pouvoir faire nettement mieux que ça. Et on va, donc ce n'est pas un chiffre qu'on a sorti de notre chapeau, c'est lié à la façon dont on est positionné, à ce qu'on a en portefeuille aujourd'hui. Et on va vous l'éclairer avec 2 des positions qu'on a. Une première sur tout ce qui est Covid. Donc, à savoir que le Covid, pour la petite histoire, on était actionnaire de la société Carnival qui avait le Diamond Princess, donc le bateau qui a été mis en quarantaine en janvier au large du Japon. Ça fait qu'on s'est penché peut-être un peu plus tôt que les autres sur le Covid. Et donc, on a suivi ça avec attention et qu'on n'a pas arrêté de suivre ça. Il y a un podcast d'un épidémiologiste américain qui s'appelle Dr. Osterholm que je suis depuis 2 ans. C'était son 100e podcast il y a 3 semaines. C'est la 100e fois que je l'écoutais parler de l'épidémie. Et donc, tout ça nous a fait prendre des positions relativement importantes à des valeurs qui me semblent intéressantes. Je vais passer la parole à Pierre qui va faire l'éclairage sur ça. Oui, c'est vrai qu'on a une position assez conséquente sur cette thèse-là chez Monocle. Donc, on a 10% du portefeuille qui sont répartis entre 7% sur Pfizer et 3% sur BioNTech. Ça s'explique par 2 points. Selon nous, le premier, c'est que ces sociétés sont très sous-valorisées. Je vais détailler juste après. Le deuxième point, c'est que l'évolution de l'épidémie est, selon nous, pas du tout dans les prix. Pfizer, passons rapidement parce qu'on en a déjà parlé dans des billets, tout ça, mais on connaît très très bien la société. On est rentré au capital avant même la sortie des vaccins. On a gagné beaucoup d'argent là-dessus en 2021 et on estime que c'est extrêmement bien géré. Donc, on a 7% là-dedans. Et BioNTech, sur lequel, si vous voulez, on peut faire un focus un petit peu plus détaillé. On a augmenté assez considérablement notre position dans les dernières semaines, donc pour monter jusqu'à 3% aujourd'hui. BioNTech, c'est quoi? C'est aujourd'hui 35 milliards de valeur boursière. Et dans ces 35 milliards, vous avez un gros coffre, 20 milliards, et c'est du cash au bilan de BioNTech. Ça vous fait une valeur d'entreprise, en fait, nette de 15 milliards de dollars. Donc, sur ces 15 milliards, il faut savoir 2 choses. C'est premièrement, cette année, BioNTech devrait en encaisser au moins 8, au moins, dans un scénario où le Covid se calme, tout ça. Et du coup, vous êtes à 7, c'est-à-dire presque rien des côtés de tout ça. Donc, pourquoi nous, on est actionnaires? Quand vous avez une société qui vaut presque rien et que vous avez 2 fondateurs qui sont d'ailleurs derrière moi là, en photo, donc qui sont Ugur Sahin et Özlem Türeci, sa femme, qui sont donc les fondateurs de BioNTech. C'est des scientifiques d'exception qui ont monté donc, une biotech au début de leur histoire, qu'ils ont vendu de 400 millions à un gros industriel il y a quelques années. C'est quand même eux qui ont trouvé la molécule d'ARN messager.
pour combattre le Covid. Donc, eux sont extrêmement compétents dans leur métier. Ils sortent actuellement pas mal de projets sur des vaccins contre les cancers, de tout type d'ailleurs. Donc, on a un vrai pipeline de produits intéressants et surtout, les 20 milliards de cash dans le coffre de BioNTech qui vont leur permettre de booster la recherche et le développement de ces vaccins. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est que chaque trimestre qui se passe où le Covid ne disparaît pas, BioNTech encaisse 3 milliards de plus. Donc ça vous fait une société extrêmement sous-valorisée qui a été un petit peu balancée par le marché avec toutes les autres sociétés un petit peu volatiles ces derniers mois. Donc nous, on estime qu'aujourd'hui, à ce prix-là, on a une très, très belle opportunité. Exactement. Donc ça, c'est pour BioNTech. La deuxième, c'est Meta. On ne peut plus dire Facebook, on dit Meta maintenant. Donc Meta, c'est pareil, ça a été un peu jeté avec le reste du marché. Maintenant, si on sépare Meta en 2-3 activités, on a le Facebook classique qui est valorisé aujourd'hui 10 de PE, c'est-à-dire comme si c'était un business mort, alors que c'est encore des taux de croissance assez phénoménal. On a une deuxième activité qui est la métaverse, donc qui pour l'instant ne génère que des pertes, d'accord, et donc qui pèse sur les résultats globaux, mais qu'il faut enlever et mettre de côté. On a une troisième chose, c'est beaucoup de cash. Je ne sais plus si c'est 50 ou 60 milliards au bilan, mais il y a encore beaucoup de cash sur une capi de 450, donc ce n'est pas neutre. Et la quatrième chose, c'est des activités non facturées. Exemple, WhatsApp. Or, on voit que Google se commence à facturer une partie de ses applis à certains de ses clients. On voit que Snap a sorti ce matin une offre premium payante. Et on voit que si WhatsApp dit demain, si vous voulez un truc qui marche tout le temps, un peu mieux de qualité, etc., il faut payer X dollars, une partie de ses abonnés, mettons 10%, prendront le WhatsApp Premium, sachant que comme ils ont 2 milliards d'abonnés, 10%, ça fait 200 millions, ça fait vite beaucoup d'argent. Et si Facebook se dit WhatsApp Premium, vous payez un peu, le coût pour Facebook, c'est 3,50 €. Ils n'ont rien à faire. Hein. Ils font clic, clac, 2 clics et c'est fait. Donc, tout le chiffre d'affaires qui rentre, c'est directement en résultat. Je caricature, mais c'est un peu ça. Donc, tout ça mis bout à bout, on pense que pareil, Facebook est une boîte qui a été un peu jetée avec le reste. Et quand une boîte a été jetée, pardon, mon micro fait un peu de bruit, quand une boîte a été jetée avec le reste, si tout à coup les résultats sont un peu mieux que prévu, par exemple, si Facebook se dit, tiens, on va vendre un petit peu moins, on va un petit peu moins mettre dans la métaverse pour réduire un peu les pertes et sortir des résultats un peu mieux que prévu, vous pouvez avoir tout à coup le marché qui se dit, en fait, on l'a beaucoup trop sous-valorisé, hop, on la revalorise de 10 à 15 ou 18 de PE et des résultats un peu plus hauts et rapidement, vous pouvez faire x2. Voilà, ça ne paraît pas aberrant sur ce type de cours. Alors, ce n'est pas ce qu'on a mis, nous, dans les 15% de portefeuille d'estimation dans notre scénario rose, 15% au total de performance fait sur le fonds. On n'a pas considéré que Facebook doublait, on a considéré qu'elle prenait 30%, mais ça nous paraît donc qu'on gagnait 150%, 150 BP, pardon, 1,5% sur Facebook dans notre scénario rose. Et le point important aussi sur le fait de payer pas cher, et ça je rejoins aussi sur BioNTech, c'est que si on a tort, d'accord, si Facebook on a tort, qu'on s'est planté, que ça ne marche pas bien, ben, moins vous payez cher, plus le plancher est bas. Facebook, au plus bas de 2018, ça valait 125 $. C'était, voilà, aujourd'hui, on est à 160, on n'en est pas très, très loin, alors que les résultats ont doublé entre-temps. Et c'est pareil sur BioNTech, quand vous avez énormément de cash dans une société, ben, elle ne va pas baisser plus bas que le cash. Donc, déjà, le plancher pour BioNTech, c'est 20 milliards et ça serait un prix complètement stupide et aberrant. Donc le fait aussi de payer pas cher, hein, c'est que dans les scénarios noirs, vous avez des profils qui sont des risques moins importants et ça vous donne ce risque asymétrique, ce profil asymétrique. Si j'ai raison, c'est plus 15. Si j'ai tort, c'est moins 5. Donc, c'est ça qu'on voit un peu sur ce phénomène. C'est comme ça qu'on pense pouvoir arriver à ces scénarios. C'est comme ça qu'on a construit le portefeuille. Je ne vais pas passer l'ensemble des lignes là. Je vais passer la parole à Max qui va faire une petite synthèse sur ce qu'on a aujourd'hui. Merci beaucoup. Juste peut-être un point à récapituler. Pierre, effectivement, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ce que pouvait nous apporter BioNTech dans le portefeuille. Donc, je vous laisse la main sur ça. Très rapidement, c'est vrai que ça a aussi un profil très, très asymétrique, comme le soulignait Charles. BioNTech, aujourd'hui, si on estime que la valeur d'entreprise, c'est 0, c'est-à-dire que c'est la valeur du cash, vous avez un cours qui est pas en dessous des 100 $. Donc voilà, donc on a une grosse sécurité à la baisse. Et par contre, voilà, dans le scénario que je vous ai donné, avec des milliards qui tombent tous les mois, avec une grosse option sur les vaccins pour le cancer, nous, on est clairement là pour faire x2 sur BioNTech, pas moins. Donc, pour ramener ça en chiffres, on a 3% de BioNTech. Si BioNTech fait x2, ça fera plus 3. D'accord ?
sur les 15 dont on parle. Si BioNTech ne fonctionne pas et baisse, on pense que 30% de baisse, c'est le maximum, donc on pourra perdre 1%. Voilà, donc c'est à nouveau ce genre de profil asymétrique qu'on cherche. Alors, merci beaucoup Charles et Pierre pour ces 2 points assez précis sur ces 2 gros paris que l'on a en portefeuille. Maintenant, peut-être pour reprendre un peu de hauteur et vous donner la composition plus globale, vous l'aurez compris, on a une poche longue action qui est donc positionnée sur de belles opportunités, des beaux dossiers qui devraient bien délivrer, on le pense, dans les mois et dans les trimestres qui viennent. Donc ça, ce serait notre scénario un peu rose, voilà. Et je vais pas répéter ce qu'ont dit Pierre et Charles. Et dans le scénario noir, on pense qu'on n'a pas trop de casse à prendre sur les lignes que l'on a en portefeuille. Sur le contexte général, on reste très prudent parce qu'on pense que la tendance est quand même clairement mauvaise. Donc on a un filet de sécurité. Un gros filet de sécurité qui est donc une position à la baisse sur le S&P que l'on n'a pas touché. Néanmoins, il faut bien comprendre que ce filet de sécurité, il est en place parce qu'aujourd'hui, on estime qu'on est un peu dans un scénario où on fait de la voltige en haute altitude. Donc, il a un vrai sens. Néanmoins, quand on sera sur des points de marché plus bas, on n'hésitera pas à le couper puisque lorsque l'on est loin du sol, il est bien d'être protégé. Néanmoins, lorsque l'on est à 10 cm du plancher, ça a un peu moins de sens. Donc voilà comment est-ce qu'on entend gérer cette position. Alors, pour rebondir sur ça, c'est vrai qu'une petite aparté et qui vous expliquera l'image que j'ai derrière moi, et en parlant d'altitude de vol justement, derrière moi, c'est la couverture de fortune, c'est Scott McNealy, donc, qui était le CEO de Sun Microsystems pendant la bulle de 2000. Donc là, c'était le top. Et Sun Microsystems a été valorisé au top 160 milliards. 2 ans après, elle valait 12 milliards. Et 7 ans après, elle était vendue et rachetée par Oracle 7 milliards. Et nous, on pense que ce qu'on a vécu en 2021, c'est à peu près la même chose. Donc, ce n'est pas la bulle de 2008, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas le Covid de 2020, c'est la même bulle que 2000. Et donc, vous avez les mêmes scénarios, les mêmes phénomènes. Donc, on a déjà vu plein de moins 80 sur le Nasdaq cette année. Beaucoup de valeurs sont pris des taux énormes. Netflix doit être à pas loin des moins 80 depuis le début de l'année. PayPal, c'est des boîtes qui valaient plusieurs centaines de milliards de dollars. Ce n'est pas des petites boîtes, hein. Donc, vous avez eu un peu le même phénomène et vous aurez, nous, à notre avis, ça donnera un peu les mêmes causes. Donc, c'est pour ça que Max parle de ce filet de protection parce que, un peu comme Superman derrière là, on vole toujours un peu haut. Donc, nous, on pense que l'atterrissage se terminera un peu plus bas. Donc, pour l'instant, on garde ça. Mais il y a un moment, par contre, où quand on sera en bas, là, il faut changer de mode de fonctionnement et se mettre à chercher des opportunités et déployer du capital et acheter. C'est ce dont on va vous parler dans la deuxième partie du séminaire. Absolument, absolument, merci. Donc justement, ça me permet de très bien faire la transition sur la poche qui est quand même la partie la plus importante de notre portefeuille, c'est la partie obligataire qui représente plus de la moitié du fonds. Sur la partie obligataire, vous connaissez, pour ceux qui nous suivent depuis maintenant quelques temps, le positionnement, c'est-à-dire qu'on a toujours énormément de liquidités, à peu près 60% de liquidité aujourd'hui dans le fonds. Néanmoins, avec un contexte de taux qui augmente et surtout des primes de risque qui commencent à devenir beaucoup plus intéressantes, on voit de beaux dossiers émerger. Et donc, il se pourrait que que dans un laps de temps assez court, on déploie ces fameuses réserves sur des beaux titres, obligataires. L'un des noms qui me vient notamment en tête, et par exemple, dont on vous a souvent plutôt parlé négativement dans le passé, c'est Netflix. Et donc, pour finir un peu sur ce point, si vous regardez en bas à droite de vos écrans, vous verrez tous que nous sommes le 30 juin. C'est donc le dernier jour du second trimestre et l'échéance qu'il va falloir surveiller, ça va être les publications de résultats qui vont commencer à tomber dans les semaines qui viennent. On va justement donc pouvoir aborder le sujet de Netflix qui sera la première grosse tech à sortir les siens. Et on a vu ceux de Nike qui sont sortis en début de semaine qui étaient loin d'être réjouissants. Donc, je laisse Pierre et Charles aborder ces deux sujets. Oui, c'est vrai que Nike publiait clôturait fin mai, donc on a eu la chance d'avoir un petit aperçu des résultats déjà d'une société. Les résultats sont un petit peu passés comme une lettre à la poste, personne n'a trop regardé, le stock n'a pas trop bougé, donc tout va bien selon le marché. Mais nous, il y a un point qui nous a un petit peu sauté aux yeux, c'est les stocks de Nike en fait, qui ont explosé.
Aujourd'hui, vous avez pour 8,4 milliards de dollars de baskets dans les entrepôts de Nike. C'est en hausse explosive de 25% sur un an. Ce n'est pas du tout expliqué par la hausse du chiffre d'affaires qui, elle, se limite à 5%. Donc, on va essayer de vous raconter l'histoire de ce qui se passe chez Nike depuis un an. Nike, en sortie de pandémie, bénéficie des chèques de Biden donnés aux particuliers, de l'épargne qui a été mise de côté par tous les particuliers pendant les confinements, et d'une reprise, d'un effet de rattrapage de la consommation, donc d'une forte demande sur ces produits. En réaction à cette forte demande, Nike commande des stocks, beaucoup de stocks. La supply chain fait qu'en plus, il y a des délais qui s'allongent, donc bref, beaucoup de stocks, voilà, en pensant que cette demande serait stable et viable. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? L'inflation est à son niveau record. On parle d'une potentielle récession. Et du coup, le consommateur retrouve les réflexes d'avant-pandémie, c'est-à-dire regarder la note quand il va payer. Réaction, moins de demande, moins de croissance du chiffre d'affaires, et donc des stocks qui explosent. La conséquence de ça, ça va être quoi? Ça va être que les stocks, il va falloir les vider, parce que les stocks, ça coûte très très cher pour Nike. Donc, il va falloir déstocker. Et déstocker, quand en face de vous, vous avez un client qui est un petit peu plus regardant sur les prix, ça va passer par des offres, des soldes, des décotes de prix, et donc forcément une pression sur les marges. Et ça, c'est confirmé par le directeur financier, là, Matthew Friend, là, qui dit que déjà, dès le prochain quarter, donc le prochain trimestre, on aura une pression sur la marge brute. Et selon nous, ce n'est pas prêt de s'arranger. Donc Nike, plutôt un point plutôt négatif pour nous. Ouais. Et je laisse la main à Charles, du coup, sur Netflix. Alors Netflix, donc là, on ne peut pas vous parler des résultats parce que ce sera le 19 juillet. Il faut toujours regarder avec attention, c'est la première des grosses tech qui publie. Ça va être très intéressant de voir ce qui se passe sur le nombre d'abonnés aux US. Est-ce que le pouvoir d'achat qui commence à baisser fait qu'ils perdent des abonnés? Est-ce qu'ils ont réussi à se débrouiller en termes de production? Est-ce qu'ils ont coupé la production pour aller en face ou pas? C'est tout le problème de Nike. Mais nous, aujourd'hui sur Nike, et vous avez vu qu'on a écrit toute l'année dernière que la valeur c'était n'importe quoi et que ça ne valait pas ces prix-là, on commence à changer d'avis. Alors, pas sur l'action, sur Netflix, pas sur l'action, parce que l'action, c'est compliqué de savoir si Nike va réussir, si Netflix va réussir à gagner de l'argent entre ce qu'il doit mettre en production et ses abonnés. Par contre, il y a un truc qui commence à être intéressant, c'est la dette. Parce que les obligations Netflix l'année dernière, ça rapportait du 3, donc ça n'avait aucun intérêt pour nous en dollars. Et puis, ça s'est mis à rapporter du 4, et puis ça s'est mis à rapporter du 5, et puis maintenant que les gens sont un peu plus tendus, on s'approche des 5,50. Et nous, notre option, c'est pour ça qu'on a appelé ce séminaire, ce webinaire, la théorie du caméléon, c'est qu'on est un peu comme le caméléon là sur la branche, et on attend que la mouche se pose. Voilà. Et on se dit peut-être que le 19 juillet, donc c'est un raisonnement un peu contre-intuitif, peut-être que le 19 juillet, les résultats de Netflix seront tendus et moins bien que ce que pense le marché, peut-être qu'ils auront perdu des abonnés, et donc peut-être que l'action prendra une claque, et peut-être qu'à la suite de ça, l'obligation prendra une claque, et donc comme le prix de l'obligation baisse, son rendement monte, et peut-être que là, nous, on pourra attraper ces obligations à 6% de rendement. Parce que d'un point de vue business, ce que Netflix a réussi à faire, c'est à faire que X centaines de millions de personnes payent leur abonnement tous les mois, absolument en ont besoin pour voir leur série, ça fait partie de leur mode de vie, ils ne veulent pas en changer. Donc, ce flux d'argent, il est assez résilient chez Nike. Et si Nike voit arriver ce flux d'argent tous les mois régulièrement chez eux, ils n'auront pas de problème à payer leurs dettes. Ils diront d'abord, on paye notre dette et on rembourse, et puis après, on verra la partie production. Donc là, on commence à voir arriver un dossier qui nous paraît intéressant et qui illustre bien toute notre stratégie de la réserve, c'est-à-dire que tant que ce n'est pas le bon prix, toute l'année dernière et tout, nous, on pense qu'il fallait attendre. Il ne fallait surtout pas aller acheter ces obligations à des rendements de 2 ou 3 ou 4. Voilà, il faut attendre le bon moment et c'est quand vous rentrez au meilleur moment que vous faites la meilleure affaire. C'est ce qu'on essaie de commencer à regarder. Donc, vous voyez que notre perspective commence à changer. Alors, on est très sélectif sur les dossiers. C'est un point important dans ce qui va se passer là. La plupart des gens avec lesquels je parle me disent à quel moment on se remet en action. Alors, je ne vais pas donner de mauvaises nouvelles, mais les gens qui raisonnent comme ça, je pense qu'ils ont en tête 2020, c'est-à-dire une baisse comme ça et un rebond énorme parce que les banques centrales arrivent et font tout rebondir, ou 2009, 2008, mars 2009, parce que ça rebondit comme ça, les banques centrales arrivent et tout rebondit.
Sauf que là, le problème, la bulle de valo qu'on a eue là, elle n'est pas financière, c'est une bulle de valorisation classique type 2000. Et si vous regardez 2000, 2000 ça descend, 2000, 2001, 2002, et puis ça fait comme ça, 2002, 2003, 2004. Voilà. Et après, ça rebondit. Donc, il n'y a pas un instant, il n'y a pas d'arrivée des banques centrales qui prennent et qui bougent. Il y a un tri dans la valo, des boîtes qui vont à la cave et qui meurent, comme Sun, qui était une très belle boîte technique, mais qui a fait 160 milliards, 12 milliards et qui est vendu 7 milliards 7 ans plus tard. Donc, il faut être très sélectif sur les valeurs. Et il y a des boîtes, par contre, qui sont jetées avec l'eau du bain et que là, il faut acheter en bas. Donc, c'est plutôt ce type de marché-là qu'il faut avoir. C'est pour ça que dans les mois qui viennent, il va falloir déployer du capital en étant sélectif. Il ne faut pas attendre un instant pour se dire, OK, là, je suis en fonds euro et demain, je me mets en fonds action et ça va marcher. Ce n'est pas des marchés pour ça. Ce n'est pas mars 2009 et ce n'est pas mars 2020. C'est juillet 2022, ça va être un peu différent. Exactement. Il y a peut-être un dernier point aussi à ajouter, je pense, même si vous nous connaissez, c'est pas tellement notre ADN. Néanmoins, en plus donc d'une session d'un environnement au niveau micro qui est très compliqué, on voit aussi beaucoup de mouvements assez complexes. Par exemple, sur les devises, je ne sais pas si vous avez suivi, mais on a le yen qui s'est énormément déprécié. On a le dollar contre l'euro qui est très fort. Et ça, il est certain que dans les résultats qui sortiront là dans quelques semaines, ça aura un impact. Par exemple, toutes les boîtes américaines qu'on a pu citer ici, comme Netflix, comme Nike, qui font une grosse partie de leur business, non pas sur leur territoire domestique, mais à l'étranger, auront des impacts en résultat, puisque ces effets de change viendront leur coûter beaucoup lorsque l'on reprend les comptes en dollars. Donc, je pense qu'il y a aussi ces mouvements qui sont à surveiller, qui pourront avoir un effet un peu plus important que celui qui est anticipé aujourd'hui. Sur ce, Maxime, je te laisse la parole. Oui, tout d'abord, merci Charles, Maximilien et Pierre pour toutes ces explications. Alors maintenant, on pourrait vous passer la parole. C'est peut-être à vous de vous exprimer. Si vous avez des questions, vous pouvez tout à fait les poser dans le chat. Sinon, n'hésitez pas à allumer votre micro, votre caméra aussi, si ça vous tente. Parlez-nous, dites-nous, voilà, si vous avez des points à relever, des questions sur des titres qu'on a en portefeuille ou simplement des sujets que vous souhaiteriez aborder. Nous, on est ouverts au débat. Alors, on a un public timide. On vous a peut-être fait un peu peur. On n'espère pas trop. Bon, écoutez, dans tous les cas… Ah, allô ? On peut peut-être citer un petit point. Il y a pas mal de gens qui nous posent la question autour de nous pour savoir quand réallouer du capital. Et c'est vrai que ça revient un petit peu au point que Charles a détaillé, mais restons sur l'exemple de Nike, par exemple. C'est une action qui a fait un très beau parcours boursier, qu'on a trouvé, nous, extrême, mais qui revient aujourd'hui à 100 $. Il y a beaucoup de gens qui disent Nike à 100 $, c'est le moment où il faut rentrer, ça y est, la crise, buy the dip, on achète le fond. Nike aujourd'hui, ça vaut 28 fois ses résultats. 28 fois ses résultats. Donc, on n'est pas du tout sur un seuil plancher, on n'est pas du tout sur des stocks comme nous, par exemple sur BioNTech, où on sait qu'on a des planchers très proches de nous. Là, on est sur des niveaux de valorisation qui sont encore extrêmes, qui sont encore caractéristiques de la bulle dans laquelle on est depuis maintenant presque 3 ans. BioNTech, pour donner un chiffre, c'est 3 fois les résultats, 4 fois les résultats, pour donner un ordre de grandeur. Je ne sais pas si les multiples parlent à tout le monde, pour donner un ordre de grandeur à tout le monde. Une boîte stable, après les calculs qu'on avait fait, tout est un peu discutable, mais une boîte stable, c'est à peu près 10 fois, ça, c'est pas trop cher. Voilà. Et 15, ça commence à être plus cher, et 20, c'est très cher. Donc 20, il faut vraiment que vous ayez beaucoup de croissance, il faut vraiment que ça fonctionne bien. Dès que vous payez au-dessus de 20, dans des cycles longs, il est très, très compliqué de retrouver votre argent. Bon, alors peut-être un tout petit mot sur le fond pour ponctuer la présentation. Nous, depuis le début de l'année, je ne sais pas si je vous l'ai dit au début, mais on ressort flat, donc on en est quand même assez content. Les référencements, si vous nous suivez depuis début juin, on était à ce moment-là référencé Cardiff et Generali. On vient d'avoir le référencement chez AXA aussi. Donc voilà, une nouvelle porte s'est ouverte à nous et à vous. Donc, n'hésitez pas. Et encore une fois, vous pouvez nous poser vos questions par mail, par téléphone. Vous avez notre numéro.
Et d'ici là, je pense qu'il ne nous souhaite qu'à vous souhaiter une très bonne journée. Merci beaucoup. Question. Merci. On a une petite question. Une question? Oui, bonjour Charles, Maximilien, Pierre, Maxime. Formidable. Bonjour Augustin. Bonjour. Bonjour, Augustin. Tant que j'active le micro, la caméra, j'avais des petits problèmes d'Internet. Non, j'avais une question sur l'action TF1 que je crois que vous avez en portefeuille et qui perd depuis le 1er janvier quasiment 23%. Comment on réagit avec sur ce type d'actifs qui sont quand même sous-valorisés dans le marché, mais qui, en même temps, avec l'enjeu de la fusion, les récentes cessions de certains de leurs actifs, je pense à Game, à tout le pôle Unify aussi. Comment est-ce qu'il faut justement garder du capital, attendre que ça baisse encore plus et réallouer du capital, ou c'est des dossiers où, comme c'est tellement sous-valorisé, et qu'avec un niveau de dividende, on peut y aller sans peu importe quoi, le niveau d'entrée. Mais on vient d'acheter. Donc, Ouais. ça donne un peu la réponse. C'est-à-dire qu'au prix où c'est là, au prix où c'était en fin d'année, autour de 9 euros, etc., c'était un peu cher. Donc, ça ne compensait pas tout. Mais arrivé aujourd'hui à 7 ou en dessous, ça commence à être un prix qui nous paraît suffisamment intéressant pour pouvoir rentrer en gardant en tête deux choses. La première, c'est une petite ligne. Et la deuxième, elle est peu liquide parce que le groupe Bouygues détient la moitié du capital. Donc, une petite ligne peu liquide, si les marchés se mettent à tanguer, ce qui est un scénario qui n'est pas du tout exclu, ça peut baisser beaucoup. Donc, il faut se dire qu'on peut voir afficher des cours de 5 euros sans qu'il se passe rien de fondamental sur le business assez rapidement. Donc, il faut être prêt à cette volatilité-là. Par contre, en valeur, effectivement, nous, on pense qu'avec la fusion M6, l'ensemble du news flow qu'on voit sur la télé dedans, malgré la concurrence qu'ils ont par les réseaux sociaux, par le streaming qui va se mettre à faire de la pub et tout ça. À ce prix-là, oui, effectivement, comme on dit, là, les actes parlent toujours plus que les paroles. Et nous, on vient d'acheter, on vient de rentrer dans le dossier. On est sorti l'année dernière au-dessus de 9. Donc, nous, c'est ça. On avait fait passer des trades donc l'an passé, on avait acheté vers 5, on avait revendu vers 9. Et là, comme dit Charles, on vient de racheter. Nous sur TF1, ce qu'on a regardé en priorité, c'était surtout le deal avec M6, qui nous semble être une belle opportunité. Avec les calculs qu'on fait, on devrait être à peu près à 8% de rendement en dividende en combiné, là, en fin d'année, synergie comprise. Et à 6 fois, là devant l'écran, j'ai à 5 fois et demi le PER. Donc, on est très peu cher aujourd'hui sur TF1 et on pense avoir un upside d'à peu près 40% dessus. On vise le 10 points. On vise le 10 de target price. Et comment ça se fait que sur ce type d'action, il y a souvent beaucoup de fonds qui sont short et en fait qui font que le cours baisse et qui jouent un peu avec le cours? Ça revient au point de Charles qui est que c'est une société qui est assez peu de petite taille en fait. Donc déjà avec peu de liquidité, c'est vrai qu'un fonds assez puissant qui veut se mettre short peut déjà faire bouger le cours à lui tout seul. Et puis voilà, il y en a aussi qu'on est thèse. Nous, on ne peut pas nier qu'à très long terme, on n'est pas actionnaire de TF1 pour 15 ans. Parce que l'avenir de la publicité télévisuelle, on peut tous avoir des doutes aussi. Voilà. Après, sur l'aspect technique vraiment du short, je ne sais pas si Charles, toi, tu as une vue là-dessus. Aucune. Ouais. Aucune. Augustin, il y a plein de gens dans ce marché qui ont des comportements que je ne comprends absolument pas. Donc j'essaie de me mettre en accord avec mon propre comportement, ça me suffit. Et j'ai arrêté depuis longtemps d'essayer de comprendre que c'est les autres parce que je n'arrive pas à suivre, quoi. Et j'ai une autre question dans ce marché. Est-ce que c'est intéressant de s'intéresser à toutes les biotech avec le Covid qui repart? Je pense à Valneva, Pfizer qui est rentré au capital, qui a bien monté. Est-ce que c'est, même si c'est quand même des actions assez risquées, mais est-ce que c'est peut-être quelque chose dans la crise où finalement on peut avoir des coups de poker intéressants? On n'a pas vraiment, nous, on n'a pas regardé de près le dossier Valneva, d'abord parce que nous, c'est un point important, on fait très attention à la liquidité. Nous, on est un fonds avec une liquidité quotidienne et donc il faut qu'on puisse, et notre stratégie, c'est d'acheter pas cher et de revendre quand c'est au prix. Donc, il faut qu'on puisse rentrer et sortir. Par exemple, les TF1 dont on vient de parler, pour mettre 1 million d'euros, on a mis toute la journée de lundi. Je crois que c'est lundi qu'on a acheté. On a peut-être même mis 2 jours pour rentrer parce que c'est peu liquide. Donc, on ne mettra pas plus qu'1% parce qu'on veut rentrer et sortir. Valneva, c'est encore plus petit en capi que TF1. Donc, ce n'est pas un dossier qu'on a regardé de près. Après, je pense qu'on peut regarder tout type de dossier. La biotech, ce qui fait vraiment la différence, c'est le management. Vraiment avoir des gens qui soient très capables et
en termes de recherche et en termes d'entrepreneurs, parce que ce n'est pas les mêmes profils. Donc, il faut les 2 points qui sont importants. On parlait de BioNTech tout à l'heure. Pour nous, c'était un point clé que ce couple turc assez génial ait déjà fait une première biotech qui avait déjà été un succès et qui avait été revendue 400 millions à un gros labo quelques années après. Ça veut dire que ce n'est pas juste des savants en blouse blanche, c'est aussi des gens qui savent prendre un business, le monter, le développer, le vendre. Parce que ça demande d'autres compétences. Donc, je pense que ces points-là sont importants. Après, si dans un dossier comme Valneva, qu'objectivement, je ne connais pas du tout, on réunit tout ça, tout est regardable. Après, c'est une fonction de toutes les questions de c'est quoi le risque, c'est quoi le rendement. Donc, il faut voir combien on peut perdre et combien on peut gagner au maximum en haut si ça monte. Il y a des dossiers où on a déjà fait des dossiers dans Monocle où on pouvait perdre 100%, mais si on avait raison, on pouvait gagner 500%. Et on ajustait notre taille en fonction. C'est des dossiers dans lesquels on avait mis 0,5 du fonds parce qu'on se disait que c'est le risque maximum qu'on veut prendre. Donc, le sizing est important. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres points à relever? Bon, moi, j'ai peut-être juste un petit point sans parler de marché. Et bien évidemment, vous me direz que j'ai un conflit d'intérêt assez évident à vous dire cela. Mais je pense que c'est important quand même de le noter. On a, à mon avis, une stratégie qui a vraiment du sens dans le contexte actuel. Parce que vous le voyez, on résiste bien sur cette première moitié d'année qui est assez compliquée. Et surtout, c'était aussi l'objectif de ce webinaire. C'est ce qu'a essayé, je pense, de vous dire Charles au début du call. On a un produit qui a de la vraie capacité pour délivrer de la performance si les choses se passent comme on l'entend. Et on pense que c'est un scénario qui n'est pas du tout impossible ou improbable. Donc voilà, je voulais bien marteler ce point que je pense que le fonds Monocle a tout son sens dans les marchés d'aujourd'hui et donc être bien explicite à ce sujet. Voilà de mon côté, Maxime, je te laisse la parole. On va écouter, je ne vois pas de nouvelles questions dans le chat. Vous pouvez toujours vous démuter, mettre la caméra, même sans caméra, hein, c'est pas grave. On peut faire une exception. Mais sinon, voilà, appelez-nous. On a fini. Ouais, je pense qu'on est bon. Donc voilà, n'hésitez pas à nous appeler ou à nous envoyer un mail si vous en avez l'envie. Et d'ici là, je pense qu'on peut tous vous souhaiter une très bonne soirée et au plaisir de vous reparler. À très vite. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée, au revoir.